cette constitution nous a déjà donné un cycle électoral. C'est constitutionnel. Il sera voté, il sera élu à l'extérieur. Donc c'est des Américains, des Anglais qui lui ont donné le prix Nobel. Les Congolais. Bienvenue à un numéro interview de Kinshasa. Je suis avec Michel Beaufoy, un politicien du parti politique Unification Nationale. Nationaliste, oui, du président Magloire Kashiba. Bonjour Michel. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment se porte votre parti politique de manière générale pour commencer? Nous nous portons bien. Merci d'avoir accepté de nous rendre visite et de venir tâter du doigt, n'est-ce pas, l'évolution et le fonctionnement de notre parti. Nous sommes Unification Nationaliste, comme vous l'avez dit, un parti politique qui vient d'émerger dans cette nouvelle sphère politique depuis l'année passée. Nous avons commencé à travailler depuis décembre 2022. Oui. Et en janvier 2023, le président Magloire Kashiba, autorité morale, a voulu qu'on puisse mettre le cap sur toutes les provinces. Nous sommes au jour d'aujourd'hui dans les 26 provinces du Congo, sans réaliser une année, ce qui est une prouesse. Et je crois que nous méritons une palme, et surtout une palme pour le président Kashiba Magloire, qui est un jeune visionnaire, qui a une vision pour le Congo, minier de son état, un ingénieur de mine, qui a travaillé à l'extérieur, amène l'expertise et il a amené une nouvelle manière de voir la politique et de faire la politique dans notre monde. Voilà. En entrant, j'ai vu d'emblée la photo du président Magloire avec Félix Tshisekedi. C'est une preuve que c'est un parti proche du pouvoir. Bien sûr, nous sommes un parti qui soutient le président Tshisekedi dans sa vision, dans ses actions. Nous sommes par conviction, avec les moyens propres du parti, et quand je dis du parti, du président, nous avons jeté notre dévolu sur le président Tshisekedi parce que nous avons cru à travers le président qu'il avait une vision pour le Congo et qu'il pouvait amener le Congo sur de bons rails et vers une destinée meilleure. Et voilà, nous les soutenons. C'est notre candidat à la présidentielle et nous nous efforçons de trouver des députés nationaux au niveau national ainsi que des députés provinciaux pour conforter le régime que nous aurons en 2024, qui ne devrait pas dépendre, n'est-ce pas, des alliés et des alliances qui peuvent être fragiles et qui peuvent aussi être suicidaires. Alors, comment on parle du processus électoral, j'ai vu que votre regroupement a fait les top 10. Comment êtes-vous parvenu à les faire si facilement? Parce que je vois c'est du chaos dans de partis politiques. On voit par exemple le signe des DPS pour ce question-là, Kabouya, qui s'est plaint du fait que, bon, de toute façon, c'est une bémol. Hein? Et c'est un bémol, je veux dire, de toute façon, l'UNC, les MLC et l'AFDC ont eu beaucoup de candidats parce que les responsables ont eu beaucoup de moyens, le temps de faire la campagne que nous, c'est pourquoi les DPS, tout ça. Mais vous, quelle est la magie que vous avez fait pour rester si rapidement comme ça? Le point de vue de mon collègue secrétaire général de l'UDPS, c'est une défense, je respecte son point de vue. Mais moi, parlant de l'UN et parlant de AAND, qui est notre regroupement, qui a pu être 8e sur le 10 premiers, c'est simplement parce que d'abord, le casting était un casting responsable et objectif. Le casting, pourquoi? Parce que l'unification nationaliste, par exemple, se basait à avoir de l'ancrage certain dans les provinces. Nous avons 26 provinces. Et nous sommes dans le 4 aires linguistiques du Congo. Nous sommes à l'est, nous sommes au nord du pays, nous sommes à l'ouest, en Bandaka, dans la Mongala, à Tchouapa, nous sommes dans le sud et dans le nord, au Bangui. Nous sommes au centre, on est dans le Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï. On est à Lomami, on est dans le Haut-Katanga, on est en Lualaba, on est en Tanganyika, on est au Congo. Et là, le président Kashiba a eu la clairvoyance de faire une randonnée. Il a fait comme ça un périple citoyen, j'appelle ça comme ça, il a fait un périple patriote, où il est allé visiter et palper du doigt les réalités dans le confin du Congo.
On est allé à l'Est, on est allé à Bukavu, on est allé à Goma, à Tanganyika et partout. Et là, nous avons implanté de manière effective. C'est-à-dire que nous avons des membres du parti. Quand nous disons l'UIN a des membres, a des candidats, nous avons installé des bureaux partout. Nous avons des répondants. Nos insignes de visibilité flottent partout. C'était ça le secret. C'était ça le secret. On a refusé d'installer un parti qui ne serait parti qu'à Kinshasa. Kinshasa est le siège des institutions, c'est la capitale, mais ce n'est pas le Congo. Voilà. Donc, ayant compris cela, le parti a travaillé dans ce sens. Voilà pourquoi, avec les alliés aussi, nous avons voulu que nous ayons des alliés qui ont de véritables répondants dans les chefs-lieux, dans les territoires, dans les secteurs et dans les différents groupements du Congo. Alors, vu les castings, qui est intéressant, qui vous a permis de réunir les seuls parmi les 10 premiers, maintenant, comment allez-vous faire comme union sacrée de manière générale? Parce que je sais que tout le monde a besoin d'une liste de 400 députés, 500. Vous allez faire comment? Vous allez faire une concurrence, et puis à la fin, on va voir dans le Parlement qu'il y a plus de parlementaires, vous allez dire carrément, c'est dans ce siège à tel parti qui est allié, qui est notre parti frère. Ça va être comment? Non, mais la sanction vient des urnes. Ah, vous ne battez pas les urnes. La sanction. Parce que tel problème dans le coin, on ne veut pas les gâter le coin ou être une rondelle là-bas pour déranger. Parce que vous allez aller pour une compétition normale. C'est une compétition citoyenne. Elle est républicaine. Elle est démocratique et elle est classique. Nous sommes un pays qui se veut démocratique. Et les règles du jeu sont détaillées par la loi électorale, que la CENI suit et que l'État congolais suit, et nous, partis, parce que c'est nous les acteurs politiques. Sans parti politique, il n'y a pas d'élection. Sans parti politique, il n'y a pas de processus. C'est à travers nous. Nous y allons dans le respect de règles. Et les règles veulent que vous aligniez les listes dans les circonscriptions, et dès que vous les avez alignées, les listes là, les gens vont compétir. Quand ils vont en compétition, le meilleur va gagner. Ça dépend de combien de voix votre parti ou vos candidats ont engagé, et c'est tout. Mais le tout répond au regroupement qui a aligné, ou au parti qui a aligné. Voilà la règle. Donc, c'est une compétition. Ça reste... La démocratie, c'est la loi du nombre. Et la loi du nombre voudrait dire, nous sommes dans une circonscription comme Demba chez moi, où je suis candidat. Dans le Kasaï central, ben on regarde, on dit, bon, il y a 3 sièges là-bas, sur les 3 sièges, qui est le meilleur? Les meilleurs, ce sont différentes listes qui sont alignées, qui représentent le regroupement et les partis. Et à ce moment-là, la CENI va s'employer à voir quelle est la liste et qui est la meilleure. Et comme c'est la proportionnelle, on regarde, on fait un calcul de voix, on voit quelle est la bonne liste, et puis après, qui sera gagnant. Et aussi, je vais ajouter, camarade Blaise, c'est que vous pouvez être sur la même liste, mais vous êtes en même temps aussi contenders, comme on dit en anglais. Vous êtes concurrent. Oui, vous êtes challenger. C'est-à-dire qu'on a besoin de 3 voix. Et il est difficile déjà que 3 soient élus sur la même liste. Alors, la pesanteur sociologique maintenant, est-ce qu'elle ne va pas vous déranger? Parce qu'on dit qu'à la fin, les votes sociologiques, pour ne pas dire tribalin, parce qu'on cherche un terme bien pour habiller cela. Par exemple, on dit que Jean-Pierre est très fort à l'Équateur, ce qui n'est pas faux. Fidel Kamer est très fort à l'Est, comme exemple. Aussi, on parle de Fachi comme très fort dans le centre, pour discuter ces 3 exemples-là. Alors, vous n'avez pas peur aussi, non, vous n'avez pas pris en compte ces facteurs-là? Oui. On a pris ces facteurs en compte, et dire que sociologique c'est un euphémisme, c'est tribal. C'est tribal. C'est ce que tout le monde fait parce qu'il y a, franchement, il y a des points où on dépense plus parce que là on est sûr. On est sûr. Vous voyez, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand vous revisitez les pages d'histoire et que vous questionnez notre histoire électorale depuis les premières élections générales en 64 avec Lumumba et consort, déjà, vous verrez que Lumumba est allé se faire élire à Stanleyville, où ce n'était pas chez lui. Et lui était des Katakokombe, de Lubefu, de Lodja, de Sankourou, en général. Mais il est allé, par sa popularité, il était leader à l'époque, il est allé se faire élire là-bas. Et quelqu'un qui était de l'Ouest comme Nendaka, Nendaka n'a pas pu être élu là-bas. Ça, c'est l'histoire, Blaise. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, je prends encore paix à son âme
il y a un député qui était ancien gouverneur dans le Congo central, à Matadi, qui est allé se faire élire à Goma. Kondevila Kikanda. Kondevila Kikanda a été élu à Goma, où autrefois il était gouverneur. Et à cause de ses bonnes œuvres, il a laissé les stigmates de sa bonne gestion et il a réussi à se faire élire. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, ça, ce ne sont que des particularités, c'est une exception qui confirme cette règle pour le Congo. Donc aujourd'hui, il est difficile, par exemple, parce que vous citez Vital Kamerhe, ben, moi je citerai Magloire Kashiba, il est difficile qu'on vienne battre, par exemple, Magloire Kashiba à Lubumbashi ou à Kipushi, où il est, parce qu'il est... il a un ancrage, il est candidat à Kipushi. Donc je ne vois pas qui va le battre à Kipushi. Je ne vois pas, par exemple, que quelqu'un quitte les Hautes-Ouélé, ou Atia, ou Aïsiro, et qui vienne le battre là-bas. C'est le Congo, c'est l'Afrique, c'est la sociologie africaine, c'est notre sociologie politique qui dicte un peu cette manière de faire. Mais cela peut changer peut-être avec des années, des décennies avant qui viennent. Mais pour aujourd'hui, regardez simplement la carte des élections, des résultats de 2018. Vous verrez que dans l'est du Congo, Shadari a fait beaucoup de voix. Tshisekedi, par exemple, quand vous allez au Maniema chez lui, vous allez dans le nord, dans le sud Kivu, vous verrez que il y avait... Shadari a fait beaucoup de voix. Mais lorsqu'il a eu le soutien de Katumbi et les autres, Fayulu, lui, de son côté, a pu engager de voix que les ressortissants du Katanga, qui étaient alliés à lui, lui ont ramené. C'est toujours ça. Mais par contre, le président Félix Tshisekedi, le centre d'où il est originaire, de manière naturelle, lui a donné ce voix. Et puis l'alliance maintenant qu'il a eue avec l'UNC a fait que le Sud Kivu devait suivre l'UNC par le mot d'ordre donné par leur leader. Donc c'est tout ce jeu qui fait que ça nous retrace pratiquement une cartographie électorale par rapport à ça et de la stratégie. C'est un peu ça de l'africanité, mais c'est des choses que nous espérons qui changeront. Alors en parlant, j'ai 100 compagnes de confidence pour les réélections de Félix Tshisekedi pour 2024. Parlant du centre, j'ai l'impression que les travaux, les grosses œuvres des infrastructures tardent un peu à se réaliser. Et ça prend du retard. Ça ne va pas le défavoriser quelque part contre ceux qui peuvent promettre peut-être les faire rapidement. Parce que la politique, c'est promettre, c'est la parole. Dire, moi, une fois élu, je ferai ça rapidement. Voilà ce que l'autre a fait qui est un échec patent, par exemple. Je suis content que vous ayez dit qu'il y a eu de promesses. C'est déjà bien que dans une première étape, il y a eu des promesses qui ont été faites. Le président Tshisekedi était élu déjà en 2018, en 2019 il commence. Déjà au mois de janvier, j'ai souvenance qu'il avait déjà donné le cap de ce qui seraient des grands travaux de son régime, de son mandat. Notamment les routes pour connecter les provinces enclavées, l'énergie, il y avait plusieurs chantiers. Mais il faut maintenant commencer par les premiers, comme on dit en anglais, impediments, les défauts, les obstacles qu'il a pu avoir pour le réaliser. C'était l'alliance qu'il y avait entre FCC et Cash. FCC Cash a été un monstre qui a bloqué le décollage de ce régime. Ça a pris presque la moitié d'un mandat. Il faut pas oublier ça. Ça a pris la moitié d'un mandat. Cette tergiversation-là, nous avons changé même la composition de 2 chambres du Parlement. Et ça, c'est pas rien. C'est qu'il y a eu des effets sur la gestion des entreprises publiques, sur la Banque centrale, sur l'armée. Sur l'armée, Blaise. On a changé. Regardez, vous êtes journaliste, vous le savez, vous êtes chercheur. L'armée congolaise a connu même un peu une restructuration. Ça nous a freiné. Et c'est ça qui a eu même de l'impact sur la guerre. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je commence par la sécurité et la défense. Vous verrez qu'aujourd'hui, on est quand même en train de respecter le soldat congolais. De par son apparence et de par aussi la gestion de son abri là où il habite, le camp militaire ont été révisités. Ils sont assez équipés. Des avions de guerre qu'on n'a plus, on les a.
J'ai dit merci à la communauté internationale qui a pu libérer cette épée de Damoclès qui nous empêchait de nous procurer des armes normales pour qu'on puisse se défendre comme un État souverain, un État normal. On a pu, c'est des avancées, c'est des avancées. Mais sur le plan social, c'est vrai, les avancées semblent tarder, c'est parce qu'en fait le social répond à la santé économique de la nation. Il faut produire. On ne pouvait pas avoir une forte économie si le pays est extraverti. Si notre économie est extravertie, ça fait que vous dépendez des autres, vous dépendez de la Chine, vous dépendez. Mais pendant ce temps, il y a eu Covid qui nous a avalé 2 années. 2 années où les échanges commerciaux n'étaient plus à bon train, c'était plus de la même manière. Et entre-temps, ça ne nous a pas permis. Toutes les commandes qui étaient faites, moi, de par le fait que j'appartiens à la majorité présidentielle, ça me donne le privilège d'avoir accès à la réserve stratégique. Okay. Nous visitons la réserve stratégique, nous discutons de temps en temps avec la primature sur le projet, sur nos réserves en nourriture, en denrées de première nécessité et tout ça, par rapport à l'import de toutes ces denrées. Il y a des commandes qu'on a fait, qui ont fait des années pour arriver ici. Parce que le navire, vous le savez, était bloqué. Il y avait les canaux de Suez qui ne faisaient plus passer de grands paquets. Bon, tout ça a freiné cet élan. Mais la volonté inconditionnelle du chef de l'État de placer le Congo dans l'orbite des nations émergentes et placer ce grand Congo aussi dans cette sphère de pays qui accueillent et qui peuvent être fréquentables. Nous avons réussi à le faire. Nous sommes en train de nous battre maintenant pour l'économie, pour le social, pour le panier de la ménagère et pour le salaire de fonctionnaires publics. Cela est en train d'arriver. Voilà pourquoi notre slogan, nous sommes en train, notre créneau pendant ces temps est que nous avons besoin, désespérément nous avons besoin du second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, parce que ce mandat-là, ce second mandat, va nous permettre de paraphraser, d'achever et de compléter tous les chantiers que nous avons démarrés dans tous les secteurs et qu'absolument Félix-Antoine Tshisekedi doit finir. Voilà pourquoi nous ne voulons pas débattre sur le report des élections, sur l'annulation des élections, parce que nous croyons fermement que la nation en a besoin. Alors, l'autre point vous accuse en disant que vous avez préparé une tricherie à l'avance. Je prends l'exemple de l'argument de Martin Fayulu. Il dit que c'est une tricherie à grande échelle. D'ici là, vous allez privilégier Tshisekedi, il aura plus de voix avec une série de Kalima. C'est comme ça qui... Bon, je ne vais pas aller dans ces considérations-là, je vais dire tribal. Je vais aller dans le fait qui vous reproche que vous avez préparé une tricherie à l'avance. Qu'est-ce que vous prenez à ça? J'étais avec Martin Fayulu en 2015-2016 dans une opposition du regroupement. Et je connais la rhétorique, à l'Union sacrée, je connais la rhétorique et le narratif de Martin. Et je sais qu'il est dans son rôle d'opposant. Il est dans son rôle, il a pris un grand retard parce que déjà, son parti et aussi son mouvement n'a pas pu s'enregistrer, ils ne sont pas enrôlés, ils ne sont pas listés à la CENI, c'est déjà un grand retard. Mais qu'est-ce qu'il disait déjà en 2017 En 2017 et en 2018, il disait que Nanga, la CENI, avait tout triché, qu'il y avait la machine à voter était déjà dans les maisons de gens, et que tous les kabylistes les avaient, le FCC avait déjà tout monté, et qu'on connaissait. Mais en 2019, lorsque la CENI nous donne les résultats, Blaise, c'est étonnant que je vois le même Martin qui disait que les machines étaient dans les maisons de caciques du FCC, mais il réclame qu'il avait gagné. C'est un paradoxe. Il a déclaré, Martin, qu'il avait gagné. Sa compilation, lui, que la Senko avait. Mais où était alors Blaise passé les machines qu'on avait truquées? Il est passé nous faire une démonstration à la télé. Avec sa grosse gueule, il nous a fait une démonstration pour démontrer que Kabila avait tout truqué. Mais lui-même a commencé à revendiquer une victoire.
Lui-même commençait à dire que ses amis de l'Union européenne, la communauté internationale, avaient les mêmes problèmes. Ça, c'est le passé. Vous ne pensez-vous pas que lui, en vous... Non, c'est parce que vous l'avez cité. Il ne veut pas qu'on aille contre mur comme République. C'est parce que vous l'avez cité. Si j'évoque ce fait de 2018, c'est parce que j'ai voulu vous ramener dans la stratégie et dans le narratif de l'opposition. J'ai été opposant pendant plusieurs années. J'étais opposant pendant plusieurs années, donc je fais la pluie et le vent. Je connais le narratif de l'opposition. Ils sont dans leur rôle. Ils doivent démontrer que tout est noir. Le verre qu'on est en train de servir là, ce verre-là, il est à moitié plein. Oui. Mais pouvez-vous me dire qu'il est à moitié vide? Ça dépend tout dépend du narratif. Tout dépend de votre prisme. Comment vous le prenez? Donc moi, je dirais qu'il est à moitié plein. Le Congo est à moitié plein. Mais si vous êtes de l'opposition, vous me direz non, monsieur Michel, monsieur Beaufoy, ce verre-là, il est à moitié vide. Bon, il demande la révisation du fichier électoral qu'on doit révisiter pour s'assurer qu'il est fiable. Des deux, il réclame une recomposition de la Cour constitutionnelle, ça n'est pas faisable, ça ne veut pas lui donner. Il réclame qu'encore, il réclame un dialogue en fin de compte. Non, mais tout n'est pas possible. Maintenant, pour atterrir en douceur en RDC, est-ce que vous êtes du pouvoir, vous ne pensez pas que l'opposition va, non, je veux dire, le dialogue va atténuer les choses, va faire qu'on atterrisse en douceur ou je ne sais pas? L'atterrissage en douceur n'est pas l'apanage de la volonté de l'individu Fayoulou. Il faut d'abord le faire. Ils ont des prélats avec eux. Nous sommes, on dirait, oui, même le prélat. Le prélat et l'Église catholique, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est l'une des institutions religieuses du Congo. Vous n'avez pas l'avis de Kibanliste, qui est une grande institution aussi. C'est une grande confession religieuse. Vous n'avez pas l'avis des églises de réveil, auxquelles je fais partie. Vous n'avez pas leur avis. Vous n'avez pas. Donc, il faudrait éviter de faire l'amalgame. Ici, c'est l'expression de M. Fayoulou. Il est libre dans la liberté démocratique. Il est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce que nous n'acceptons pas, ce que nous avons également de droit, nous comme Congolais, que M. Fayoulou ne doit pas piétiner, ne doit pas... Et ce droit, c'est quoi? C'est avoir un cycle électoral qui soit respecté par tous, quels que soient les résultats. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est très fondamental, M. Blaise. Parce que lorsque vous dites qu'il faut aller par un dialogue, mais la constitution que Martin et les autres, je ne veux pas faire une fixation sur sa personne, que la constitution qui est l'opposition, soi-disant l'opposition au Congo, veut défendre. Mais cette constitution nous a déjà donné un cycle électoral. C'est constitutionnel. Les dates des élections sont constitutionnelles. Elles ne se prennent pas de manière consensuelle, à travers de colloques, à travers de tables rondes ou à travers de dialogues. Il faut éviter la notion de dialogue. Lorsque vous allez en France, on sait très bien que après autant d'années, quel que soit ce que qu'il ait été bon ou mauvais, le président, celui qui a dirigé la France, vous devez rentrer chez les électeurs, le souverain primaire, pour que ceux-là vous redonnent mandat, parce que les délais sont constitutionnels. Pourquoi vous voulez que ce Congo avance? Vous voulez que ce Congo redevienne un État moderne, démocratique, mais vous ne voulez pas que l'élément fondamental, qui est la date, qui est le calendrier électoral, qui est coulé dans la Constitution par les législateurs, ne soit pas respecté, et qu'à chaque fois, ça soit tributaire de la volonté d'une poignée d'individus qui se retrouvent dans les hôtels UP de Kinshasa pour décider si les élections, il y aura ou il n'y aura pas. À un moment, il faut être sérieux. À un moment, il faut être sérieux. On a condamné Kabila d'avoir multiplié des dialogues. On en a eu plusieurs. Mais on veut aujourd'hui faire le même jeu de ce qu'on a condamné hier avec le FCC Kabila pour nous amener maintenant dans un cycle de dialogue. Ce dialogue ici sera justifié par quoi? Parce que l'opposition a été à la CENI il n'y a pas longtemps. Ils sont allés à la CENI. Ils ont pu présenter leur cahier des charges, leur désidérata. On a compris ce qu'ils voulaient. Et Kadima, président de la CENI, a rejoint leurs préoccupations, mais bien sûr en soulignant ce qui était faisable et ce qui n'était pas faisable. On ne peut pas aujourd'hui demander, pendant que la CENI peine et bat de l'aile pour organiser tout le cycle, on ne peut pas demander à la CENI de renvoyer un cours de millions
pour une révisitation du fichier. C'est du déjà entendu, ça. Il y a une correspondance qui a fuité entre les religieux et le secrétaire américain a demandé à un cadre de consultation et là on veut atterrir à une problème de transition sans Tshisekedi. Là ce sont des choses qui se disent pour les politiciens. Vous savez, beaucoup de choses. Je vais emprunter là-dessus. je veux emprunter un peu la verve de mon aîné Mende Ombalanga, qui disait, qui a toujours dit, qui était le grand chantre de la souveraineté du Congo. Le Congo, il est souverain, Blaise. Le Congo de Lumumba, le Congo de Kabila, le Congo de Tshisekedi, c'est un Congo souverain. Nous devons avoir honte d'ailleurs, et ça doit nous gêner de dire certaines choses sur le média, ça doit nous gêner de le dire. En intellectuel que je suis, au cadre d'un parti politique, opérateur politique, je ne peux pas dire, par exemple, que les États-Unis demandent. Je ne peux pas dire ça dans ce siècle ici. Mais vous savez, tous les opposants ont une tendance. Quand Katoumi parle, il dit nous appelons l'opinion tant nationale qu'internationale. Le maître de regretter Chirabert, c'est la même chose. Nous faisons appel à. Il réunit au gouvernement congolais le droit même de faire l'autopsie sur un corps. Ils veulent que les gens dehors viennent. Ça s'appelle l'aliénation. C'est la tendance qui est générale dans la politique congolaise. Même vous, les opposants, quand vous êtes devenus sacrés, vous avez tendance à parler dans les salons internationaux. Je vois que c'est le même style de la politique congolaise dans lequel les opposants sont, malheureusement. Mais non, justement, c'est pourquoi nous, Unification nationaliste avec Kashiba Magloire, nous voulons amener de nouveaux paradigmes. On veut changer de paradigme. Je ne pense pas que les décisions se prennent à Washington. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les décisions se prennent à Paris ou à Bruxelles. Lumumba disait dans un grand discours qui est resté historique, il dit, il arrivera une génération, il arrivera un temps où les décisions du Congo se prendront ici chez moi. Et c'est ça qui s'est fait malheureusement. Ok, n'avez-vous pas peur du candidat Denis Mukwege comme président? Non, il n'est pas candidat. Vu son candidat. Est-il candidat? Peut-être que je suis. Je vous apprends qu'il sera candidat. Ah bon, il ne l'a pas annoncé? Il va l'annoncer maintenant. Vous le tirez de sources. Il ne va pas l'annoncer maintenant, attendez. Parce que vous êtes dans le secret. Vous êtes dans le secret. Il y a une plateforme qui les porte déjà. Il y a une plateforme qui les porte. Je suis ignorant. Moi, je vous informe. Je suis ignorant. Une plateforme le porte. Il y a déjà un travail à l'international pour son image. C'est un homme très fort à l'extérieur. Oui, il est très fort à l'extérieur. Ah bon, il sera voté, il sera élu à l'extérieur alors. Non. Donc c'est des Américains, des Anglais qui lui ont donné le prix Nobel. Les Congolais verront que celui-là au moins il a accepté, il est prix Nobel. Ce qui fait que Tshisekedi est en train de pleurer. Mais les lecteurs sur le Congolais. Bien, on va me l'écouter. Mais les lecteurs sur le Congolais. Par le fait que lui, il parle mieux avec ces gens-là, il va leur dire, dites au M23 de quitter. Non, mais le lecteur sur le Congolais, celui qui est appelé, même à travers l'hymne national, à défendre le territoire national, c'est le Congolais. Celui qui prendra les armes pour bouter hors du territoire tous ces envahisseurs qui viennent menacer notre territoire, c'est le Congolais. Si M. Mukwege, que je respecte beaucoup, avec son gros carnet d'adresse. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ont le carnet d'adresse. Il y en a, Fayoulou en a aussi, hein, très gros, même. Katumbi, c'est le champion de carnet d'adresse. Donc, s'il le veut, c'est d'abord un droit. C'est un droit inaliénable de M. Mukwege parce qu'il est Congolais. Donc je ne lui récuse pas ça. Ça c'est un, mais des deux. Faut-il aussi qu'il annonce qu'il a l'intention de se présenter comme président. Mais si à ce moment-là il se présente comme politique, je vais scruter, je vais maintenant m'attaquer à ça pour faire une analyse. Et par rapport à mon candidat qui est Félix Antoine Tshisekedi. C'est clair. C'est clair, mais comme il ne l'a pas encore fait, et que de manière officielle, je ne l'ai pas, nous n'avons pas été saisis, nous attendons que ce soit fait, si il en a l'intention. Peu importe le candidat, vous êtes confiant, en tout cas... Non, nous battons tout le monde. Emporter au lavoir des élections... Nous battons tout le monde. Pour qu'il n'y ait pas d'excuses nous battons tout le monde. Nous battons tout le monde. Comme on n'a qu'un tour, le premier tour, nous battons tout le monde.
Alors là, c'était... certains opposants sont venus penser qu'il faudrait avoir une sorte d'entente à l'interne, pas dialogue, hein, entente à l'interne. J'ai entendu, c'est ça là par exemple, j'ai entendu les gens qui vont courir, j'ai entendu aussi une part aussi, ce qu'il a, Adolphe Mouzitou, parce que ceux-là sont les opposants qui ont déposé les candidatures, qui sont sur la liste, qui ont atteint le seuil. Des gens sérieux, ils sont sérieux quant aux élections, ce ne sont pas des gens qui sont énervés, ils sont sérieux pour les élections. Vous ne pensez pas que leur réclamation ou ce qu'ils demandent pour qu'ils déposent l'élection peut être pris en compte parce qu'ils font partie du processus. Ils ont déposé des candidatures, ils ont payé la caution. Et d'ailleurs, plus de 21 000 candidats. Là. Actuellement, la CENI peut même être une source budgétaire parce que c'est beaucoup de gens qui déposent à la CENI. Elle l'est déjà. C'est une source budgétaire, même fiable. Avec ces pléthores de candidats qui viennent déposer. Mais la présidentielle, si sont 100 personnes, c'est 100 000 par personne. On va ouvrir $1 million comme ça. On va plus de $1 million comme public. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi un peu important de penser aussi à réfléchir sur ce que les autres proposent? Tout à fait. Pour le dialogue, douceur, qu'il n'y ait pas... Le dialogue en démocratie doit rester le mécanisme permanent. Okay. Faut-il simplement que celui-ci soit encadré dans un cadre de concertation où les acteurs politiques se retrouvent, ils aiguisent leurs faits, ils croisent les idées dans le respect des institutions pour faire avancer la nation. Nous sommes des humains. Ceux qui animent ces institutions, c'est des hommes. C'est des hommes à la présidence, à l'Assemblée nationale, au Sénat, la CENI et consorts, c'est des humains. Voilà pourquoi, d'ailleurs, la CENI, comme institution citoyenne, a prévu, n'est-ce pas, des mécanismes pour garder un dialogue permanent avec les acteurs politiques. Et ce dialogue permet à ce que les opposants d'une part, et ceux qui sont au pouvoir d'autre part, parce qu'ils se croisent sur un terrain plécénie, puissent chacun, n'est-ce pas, trouve le moyen de crédibiliser les processus. Voilà le terme qui est employé là, crédibiliser les processus. Alors, ça c'est une très bonne chose. Et j'invite la CENI à cet exercice. J'invite la CENI à cet exercice. Je vais donner maintenant un autre sujet avant de terminer. C'est la réunion qui a eu au Palais du Peuple autour de la révisitation de l'état de siège, dont tout le monde veut décrier, dont aussi les opposants. Vous pensez que la levée de l'état de siège, c'est une bonne chose pour la République? Pour l'instant, je ne pense pas. Okay. Pour l'instant, je ne pense pas parce que je suis en train de considérer. Nous sommes très opérationnels, nous, UN, Unification Nationaliste, nous sommes très opérationnels dans la partie Est. Je le dis d'autorité parce que j'ai de sièges, j'ai de structures qui opèrent là-bas chaque jour. J'ai vu comment on a eu de la peine pour faire arriver nos récépissés au niveau des différentes circonscriptions dans le Nord Kivu, qui est écumée par cette instabilité et cette rébellion qui nous vient de nos voisins. Et donc je ne pense pas que ce soit le temps, mais je pense par contre qu'il faudrait l'assouplir, chercher des mesures d'assouplissement pour également ralentir et diminuer les difficultés que connaissent la population dans cette zone. C'est ça qui est faisable. Mais lever de manière totale serait exposer la même population à des atrocités qu'elle a déjà beaucoup connues depuis toutes ces années passées. Les opposants disent carrément que c'était plus dans la précipitation, c'est pourquoi c'était vous à l'échec. Là, j'entends carrément le matin Fayoulou, mais je vais parler d'un politicien qui vous connaissez particulièrement, Claudel Loubaï, ceci. Proclamé dans la précipitation et sous émotion, vanté comme panacée à la crise sécuritaire dans l'Est de la République. Et puis conclure, hein, j'ai mis sa faute de la fin. Il dit ceci, c'est quoi la phrase que j'ai fait. Il parle de choix hasardeux au contour flou de l'échec prévisible qui devait venir avec le siège. Donc pour eux, les opposants, ça n'en est pas reçu de toute façon. Voilà le terme qu'ils utilisent, le terme. Les mêmes opposants, que ce soit le premier ou le deuxième que vous avez cité, les mêmes opposants auraient été encore plus virulents dans leur critique
si ça n'avait pas été convoqué. Ils auraient été plus violents. Parce qu'ils seraient venus pour dire, non mais M. Blaise, Okenge, pourquoi on n'a pas pu déclarer un état de siège? Ils ont vu que dans l'Ituri était écumé par cette violence. Ils ont vu que Rutshuru était inaccessible, a béni ceci. Vous voyez, maintenant qu'on l'a fait, qui a essayé tant soit peu, parce qu'on n'a pas éradiqué le mal, mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'au moins, on a pu sensiblement diminuer la gravité des atrocités qui étaient perpétrées dans cette zone. Ça, personne ne peut le dire. À moins qu'on soit malhonnête, comme dans l'opposition, pour le dire. De toute façon, ils jouent leur rôle. Mais l'État au jour d'aujourd'hui, avec la restructuration de l'armée, avec les moyens injectés sur le plan de la logistique, sur le plan du bien-être de militaires, ainsi que leurs familles, je crois que nous sommes arrivés à redonner une autre image de l'armée et de la défense. Voilà pourquoi nous devons continuer. Cet élan doit continuer pour que, de manière définitive, n'oubliez pas une chose, que l'état de siège est en train d'accompagner l'autre aile de la défense de notre territoire, qui est l'aile militaire. Parce que nous avons deux fronts, le front diplomatique et le front militaire. Là, nous parlons du front militaire. Et le front militaire voudrait que le Congolais se fasse respecter par l'installation d'une armée forte. Et ça doit être fait. Mais le front diplomatique, voilà pourquoi notre ministre des Affaires étrangères, il est à Vienne, il est à Genève, il est à Washington, le président de la République lui-même, il est constamment parti, parce que diplomatiquement, les hommes, les États doivent continuer à se parler jusqu'à ce qu'on peut trouver une décision, une solution pérenne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un mot de la fin? Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est que le Congo est dans un tournant très décisif et qui voudrait que Félix-Antoine Tshisekedi revienne dans un autre mandat et que nous, au niveau de l'unification nationaliste, avec Magloire Kashiba, nous appelons cela un mandat de la sérénité, de l'achèvement et du bien-être. Le Congo en a besoin. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez regarder, il n'y a pas deux informations contraires qui nous diraient que Fachi, il est le candidat du peuple. Et il faut qu'on arrête de remuer l'eau, mais qu'on aille vers la construction du Congo. Voilà. Merci bien. Je vous remercie. Ouais, Africa TV, Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino Jo Mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, chez Moukei Image des d'avance. Jo Mukamba, African TV Network. Osabone massivement. Check, c'est pas pareil. Jo Mukamba. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndena okepa les grands boss. 10 ans d'avance Moukei Image. Ndena okepa na